Je vais essayer de vous présenter un peu ce qu'on fait, mais l'idée c'est qu'on essaie d'échanger un maximum. Je pense qu'il y a du boulot sur la question de la RDR, donc ça part. Et puis moi j'interviens dans un cadre qui est très particulier, puisqu'on est donc un centre thérapeutique résidentiel, et que du coup ça posait un peu un double défi pour nous. Résidentiel, dit abstinence, en tout cas pendant la durée du séjour, ce qui paraît relativement contradictoire avec la mise en place d'un protocole de RDR. Donc en gros, ça nous a un peu pensé à faire rentrer des ronds dans des carrés et à essayer de trouver comment on allait faire pour remplir ce défi. Donc c'est une structure, le XAPA, qui a ouvert en 2009, donc on est une jeune structure. Du coup, c'était un peu l'occasion, vu qu'on décidait de créer une nouvelle structure, d'essayer d'innover aussi sur cette question-là et sur la question de la RDR. Alors très vite, on aurait pu se dire, oui, effectivement, on a une obligation, c'est une obligation légale, donc on va faire le strict minimum, mettre des prospectus éventuellement, en parler éventuellement. Ça, on saurait faire, on pourrait le faire. Mais on a décidé de faire un peu différemment, et du coup, ça nous a pris du temps, et ça a été un processus qui continue d'être actif aujourd'hui. Donc je vais essayer de vous décliner un peu comment on a construit les choses. Un défi parce que c'est du résidentiel, donc quelque part on voulait que ce soit une action communautaire, puis on est parti nous sur un principe qui est un principe collaboratif, qui fonde vraiment notre action dans le sens où on est à égalité avec nos usagers, c'est-à-dire qu'ils sont autant experts que nous, et du coup sur la question de la réduction des risques aussi. Du coup ça nous paraissait important de les associer. Donc la première étape pour nous, ça a été une première réunion en équipe pour essayer de voir comment nous on envisageait la RDR déjà au sein de l'équipe, que ce soit sur les aspects médicaux, éducatifs, sociaux. Et puis très vite, on s'est dit que nous, tout seuls, on pouvait penser les choses, mais que c'était mieux de le faire avec les usagers. Du coup, on a utilisé le conseil pour y associer les usagers et pour voir comment eux l'envisageaient, cette histoire de la RDR, dans le centre de soins, dans les 6 semaines pour lesquelles ils viennent. Alors autant vous dire que ça a été des débats assez animés et que finalement, les professionnels étaient davantage partie prenante que les usagers qui nous disaient « Non mais ça va pas ou quoi, vous n'allez pas mettre des kits c'est pas possible, moi je viens ici, ça va être trop compliqué, etc. » Puis au fur et à mesure, avec eux, on a trouvé finalement comment installer les choses et comment faire en sorte que ça prenne sens. Effectivement, pour nous, ça paraît évident que la RDR, c'est un pendant de l'accompagnement, et c'est même la base de notre accompagnement, puisque c'est le prendre soin, et qu'il est hors de question qu'un usager qui vienne au centre prenne des risques alors qu'il est au centre. Alors vous allez me dire, ils ne sont pas censés consommer. Oui, ils ne sont pas censés consommer. Ceci étant dit, on sait aussi qu'ils viennent pour faire un travail sur eux et qu'on ne leur demande pas de mettre à la porte leurs problématiques et que si ça devait arriver, eh ben autant que ça se fasse dans de bonnes conditions, entre guillemets. Je vous avouerai que depuis qu'on a mis en place un protocole de RDR au centre, il n'y a pas plus de consommation qu'avant. Pas du tout même. Donc la première étape, ça a été de réfléchir à où est-ce qu'on mettait à disposition tout ce qui était autour de la RDR. Donc autant des documentations que effectivement du matériel, que des capotes, etc. Enfin, tout ce qui fait la RDR, au-delà bien de la question de l'injection, évidemment. On aurait pu se couvrir un peu et se dire, ok, on le met dans le bureau du directeur, le bureau de l'infirmière, puis s'ils ont besoin, ils viendront nous voir. Mais ça aussi, ça nous paraissait complètement absurde, parce que clairement, s'ils avaient besoin, ils ne viendraient pas nous voir, et c'est là qu'ils prendraient des risques. Donc on a convenu qu'on allait utiliser les toilettes, qui sont les toilettes du bas dans la salle commune, dans le bâtiment principal. Petit effet sonore, voilà, hop, les toilettes, voilà, ils passent. Et donc on a une armoire dans laquelle il y a à disposition le matériel, des récupérateurs, des affiches, de la doc, etc. Alors autant vous dire que quand les usagers arrivent, on les prévient. C'est-à-dire qu'individuellement, entre autres l'infirmière, mais pas que l'infirmière, prend un temps pour leur expliquer, parce que ça serait un peu malheureux qu'ils aillent aux toilettes pensant trouver du PQ dans l'armoire, qu'ils ouvrent et qu'ils tombent sur le matériel, et là ça pourrait être un peu malheureux. Donc on les prévient, on leur explique pourquoi il y a cette mise à disposition, et dans quelle perspective ça s'inscrit. Aujourd'hui, c'est évident pour tout le monde. C'est-à-dire que les usagers qui sont là actuellement, ça les interpelle plus du tout qu'il y ait cette mise à disposition. Alors de temps en temps, je ne vous dis pas qu'on a de petits événements du type un patient qui a cassé toutes les seringues. Bon, mais pourquoi pas, c'est sa façon à lui de nous dire que c'est compliqué pour lui. Ça ne nous a pas empêché de renouveler le stock le lendemain, quoi. Et puis ça ne nous suffisait pas, parce qu'on trouvait que ce n'était pas encore une réponse suffisante. Et entre autres parce qu'on a fait le constat en 2010 que sur les patients reçus, à peu près 15% des injecteurs avaient injecté dans le dernier mois avant d'arriver. Du coup, on s'est dit, oula, il y a peut-être quelque chose à faire. Et on s'est rapproché à ce moment-là de Sida Parole et d'Early.
Et on avait dans l'idée de pouvoir construire un accompagnement autour de l'injection plus spécifiquement. On reçoit une petite proportion d'injecteurs. Et donc on a décidé d'essayer de réfléchir à comment on pouvait le faire. Il se trouve qu'à ce moment-là, l'ARS était assez partant. Et du coup, nous ont financé, entre autres, l'acquisition d'un bras. Et du coup, on a monté un protocole d'accompagnement à l'injection qui s'appelle PARLI, où il y a une première étape d'évaluation des conduites d'injection, un peu sur le même schéma que ce que propose Early dans leur questionnaire. Et puis après, il y a un accompagnement qui se décline avec l'infirmière, avec les éducs et avec moi en tant que psy, pour mettre un peu plus de sens sur cette injection. La dernière étape étant, entre autres, une séance autour du bras, qui n'est pas forcément évidente quand on se met à la place des usagers. À ce moment-là, ils sont en résidentiel, ils ne consomment pas, et là, on leur propose voilà, de regarder comment ils font quand ils le font. Donc ça, c'est vraiment très spécifique aux injecteurs, mais au final, ça nous a permis quand même de constater à quel point, alors qu'on est un CTR, c'est-à-dire qu'on n'est sans doute pas en première ligne, mais à quel point encore, il y a des risques qui sont pris, et même si c'est une liberté, et combien elle est grande dans la consommation, bah, ça pose quand même question d'être à ce point-là mal informé, ou en tout cas, voilà, d'avoir des questionnements autour de ça. L'autre idée qu'on avait derrière ça, c'était aussi quand même de passer par du transfert de compétences, et qu'effectivement, si on forme nos usagers, si on les informe, ils seront eux-mêmes en possibilité de transmettre des messages adaptés. C'est ce qui se passe. On a même un usager, par exemple, qui en a profité pour faire un petit stock et puis pour l'envoyer à ses potes, que ce soit des kits base, que ce soit des kits d'injection, ce que je trouve très bien. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, il y a une notion de transfert de compétences. Et puis, au fur et à mesure du temps, on a pensé qu'il y avait d'autres choses qu'on pouvait faire autour de la RDR. Donc, entre autres, on a construit, et toujours avec le soutien de l'ARS, on a construit un atelier d'éducation thérapeutique où on a un atelier autour des gestes de premier secours. Donc là, pareil, on a été doté d'un mannequin, merci, je ne trouvais pas le mot. Et du coup, on fait un atelier autour de ça, avec un focus, bien sûr, sur les risques liés à l'injection. Ça aussi, c'est un atelier qui est assez intense pour les usagers parce que c'est pas forcément simple. Et puis, pour la plupart, ils ont connu des situations qui étaient compliquées. Et donc, du coup, ça leur renvoie pas mal de choses. Mais en même temps, ça permet aussi qu'ils se sentent un peu plus en compétence pour repérer des risques et pour savoir quoi faire dans ce genre de moment. Cette année, entre autres, on est allé encore un peu plus loin puisque, comme tout établissement, avec des professionnels, on est là en ce moment sur la question des risques psychosociaux. Peut-être ça vous concerne aussi. Alors là, d'un coup, on passe des risques des usagers aux risques des professionnels. Et puis, il y a des risques chez nous aussi. Par exemple, si un usager arrive au centre avec des seringues usagées qu'il a gardées, ça nous est arrivé de voir un professionnel descendre avec ses petites seringues dans la main en disant « faut que j'aille à l'infirmerie et mettre dans le récupérateur ». Et là, on s'est dit « c'est un peu con quand même. C'est un peu con d'avoir à descendre des escaliers avec des seringues dans les mains ». Et puis, quelque part, on s'est aussi dit que les usagers, ils n'avaient pas forcément l'habitude de les mettre au bon endroit. Et donc, on a décidé de passer un autre cap, puisque maintenant, dans toutes les chambres, il y a des récupérateurs de seringues. C'est notre nouveau cap. Alors, peut-être que certains ne savent pas trop à quoi servent ces petites boîtes jaunes dans leur pharmacie, puisqu'on n'accueille pas que des injecteurs. Mais du coup, on leur explique que c'est aussi pour d'autres. Ils peuvent y mettre d'autres choses que les seringues. C'est vrai pour certains qui ont des soins ou qui ont besoin à ce moment-là. Mais au moins, c'est leur montrer que c'est possible et que c'est accessible et qu'il n'y a pas besoin de prendre des risques sur un temps autre. Et puis, ça permet aussi de protéger les professionnels qui sont là. On a une femme de ménage, par exemple. Il n'est pas question qu'elle prenne des risques parce qu'elle va retrouver des seringues dans une chambre de façon inopportune. Donc ça a été notre nouveau cap. Et puis on a monté un nouvel atelier. Donc il faut savoir que les usagers, quand ils sont au centre, ils font beaucoup d'ateliers, et entre autres autour de la gestion des conduites addictives. On a un centre qui prône pas l'abstinence, qui prône la gestion. L'abstinence étant une possibilité de gestion. Et du coup, dans le cadre de ces ateliers-là, on a monté un atelier autour de la RDR, et on nourrit un objectif, ma foi, fort intéressant, qui est de créer notre propre fascicule ou notre propre doc de RDR, avec les usagers. Donc là, on a commencé tout doucement à construire avec eux quels seraient les messages de RDR que eux voudraient passer, et entre autres à destination du public qu'on reçoit. Parce que vous imaginez bien, quand on passe 6 semaines sans consommer, quand on sort, si on a une perspective de gestion par exemple, ça peut être un moment où on prend des risques. Donc du coup, on a décidé de cibler ces messages de RDR à destination des gens qui font l'expérience d'une période d'abstinence, que ce soit au sein du centre ou que ce soit à d'autres endroits, mais pour un peu les sensibiliser à la question de quel risque je peux prendre à ce moment-là après avoir vécu une période d'abstinence. Ce qui est vachement intéressant parce que du coup, c'est eux qui construisent le message de RDR. Alors bien sûr,
Ils peuvent utiliser la doc qui est présente, ils peuvent utiliser d'autres sources, mais malgré tout, ça vient d'eux, et on se rend compte que ça nous permet à la fois de refaire tomber des idées reçues ou des notions qui ne sont pas forcément très adaptées, mais ça permet aussi, nous, de se rendre compte de la réalité de leur consommation, et du coup d'adapter aussi nos messages et nos interventions. Pour l'instant, c'est à peu près tout ce qu'il y a sur le dispositif. Il faut savoir qu'on est dans les Yvelines. Les Yvelines, c'est le département où il y a un distributeur de seringues. Un seul sur tout le département. Et encore, je ne suis pas sûre qu'ils sont encore là, parce qu'avec les changements électoraux, je ne suis pas sûre que ce soit toujours d'actualité. Donc effectivement, on est sur un territoire qui est pauvre, mais comme nous, on reçoit des gens de la France entière, du coup, la RDR, elle passe différemment. Mais pour beaucoup de nos usagers, il y en a certains qui arrivent, ils savent pas ce que c'est qu'un carude. Il y en a plein qui ne sont pas passés par cette case-là ou qui ne savent pas ce que c'est. Du coup, c'est aussi l'occasion de leur expliquer où est-ce qu'ils vont pouvoir trouver de l'information, de l'accompagnement autour de la réduction des risques, y compris dans les XAPA où ils sont accompagnés. Mais pour beaucoup, ils vont vous dire que c'est compliqué de parler de ça alors qu'on est en traitement méta. Je ne vais pas dire que je consomme. Donc c'est aussi travailler avec eux, les accompagner sur le fait qu'au contraire, d'en parler, ça permet de mieux les accompagner, ça permet aussi d'être dans du pas à pas, et donc de ne pas aller trop vite par rapport à eux, et de leur laisser le choix de leur consommation, y compris de leur prise de risque. Au cours du dernier atelier que j'ai eu la chance de co-animer avec Robert qui est là, il y a un des usagers qui disait « mais la prise de risque, elle fait partie du truc, et moi j'ai envie qu'elle reste là ». Enfin, il y a quelque chose de ça aussi. Donc je pense que ça, c'est à entendre. Quand on parle de réduction des risques, effectivement, on ne va pas chercher le risque zéro. Par contre, c'est comment, effectivement, on peut essayer de repérer avec eux les risques qu'ils ne souhaitent plus prendre. Et du coup, ça permet d'adapter aussi individuellement notre discours, ce qui est important, parce que vous aurez compris, on fait beaucoup de groupes, on est sur du résidentiel, mais on est aussi sur des accompagnements individuels, et pour chacun, ça va être différent. Là où on est aujourd'hui, nous, un peu en questionnement et où on rencontre de réelles difficultés, c'est qu'on est généraliste, c'est-à-dire qu'on traite toute forme d'addiction, y compris les addictions comportementales. Et là où on se sent un peu démuni, c'est sur la réduction des risques au jeu, clairement, où les joueurs qu'on accompagne peuvent dire mais alors moi là-dessus il n'y a rien. Donc une des perspectives qu'on se donne aussi, c'est d'essayer de construire avec les joueurs qu'on va recevoir des messages et des supports possibles de réduction des risques. Et puis sur la question du cannabis par exemple, alors ça je vous dirais que c'est un peu notre bête noire, le cannabis au centre, parce qu'il y en a plein où c'est banalisé, ce qu'on peut comprendre, parce qu'il y a d'autres consommations, parce qu'ils n'ont pas forcément envie d'arrêter le cannabis. Et où là aussi, ils peuvent dire, mais il n'y a pas grand-chose en termes de réduction des risques là-dessus. En tout cas, on est mal informé sur ça. Mais ils ont plein d'idées. Et ce que je trouve pas mal, parce qu'effectivement, il y a sans doute à œuvrer encore dans ce sens-là, même si on est, on est un peu dans les balbutiements. Donc, dans notre idée, il y a vraiment ces deux focus-là qu'on a envie de renforcer, et avec eux, parce que malgré tout, ça fait partie des risques qui sont là. Étonnamment, d'ailleurs, au dernier atelier, ils ont choisi de traiter, ce qui m'a étonné, la réduction des risques liés aux consommations de médicaments. Donc comme quoi, voilà, même eux peuvent proposer des trucs sur lesquels on n'est pas forcément allé. Alors oui, il y avait effectivement la substitution, mais ils parlaient des médicaments psychotropes en général. Et du coup, ils avaient envie d'adresser des messages et de réfléchir ensemble à voilà, qu'est-ce qu'on fait en termes de réduction des risques quand il y a un mésusage des traitements. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire là-dessus, parce que finalement, pour beaucoup, ils sont concernés. Voilà, alors je vous disais qu'effectivement, on a mis en place ce dispositif qu'aujourd'hui, il ne choque plus. Je pense que malgré tout, certains usagers vont vous dire que c'est un peu antagoniste, c'est pas évident. C'est d'autant pas évident qu'on leur dit, par exemple, à l'arrivée, que effectivement, on leur propose de faire 6 semaines sans consommer, que si c'est une consommation seule, qu'elle est abordée, qu'elle est travaillée, qu'on en discute, c'est pas un problème, que si c'est une conso collective, là pour le coup, c'est fin de non-recevoir et c'est fin de séjour. Du coup, la subtilité du cadre qu'on propose est parfois pas évidente pour eux à capter. Maintenant, effectivement, on est vraiment parti sur ce principe de collaboration et de confiance réciproque. Et honnêtement, au final, on a plutôt des bons résultats autour de ça, puisque les usagers viennent relativement facilement nous parler des difficultés qu'ils rencontrent autour de la consommation ou autour des envies de consommation. Donc on n'a pas, je vous disais, on n'a pas augmenté le nombre d'usages liés à la mise en place ou à la distribution de matériel. Bien au contraire, je pense que ça n'a pas changé fondamentalement les choses. Prochaine étape pour nous et qu'on a repéré là dans le cadre de l'évaluation qu'on fait, de l'évaluation interne, c'est qu'on n'est pas doté de boîtes individuelles de récupérateurs de seringues. Or, la plupart de nos injecteurs nous disent qu'ils ne les jettent pas dans des bonnes conditions, ils ne vont pas forcément les ramener au CARUD, ils ne vont pas forcément les ramener.
Et du coup, on a envie de se doter pour que ceux qui partent puissent embarquer un ou deux récupérateurs et du coup le faire mieux chez eux après. Donc voilà, ça c'est notre prochaine étape qu'on a repérée. Mais sans doute qu'on aura encore des choses à créer, sans doute qu'il y a encore des choses à faire de ce côté-là. En tout cas, pour l'instant, on en est là. Et sur du résidentiel, je pense qu'on a déjà relevé un défi qui était pas mal, qui était de pouvoir dire que la RDR, elle avait son sens dans un XAPA. Et que c'est important, et que c'est important au même titre que les soins, et que ça fait partie des soins, même si effectivement on ne touche pas forcément les mêmes publics et qu'on n'est pas forcément sur les mêmes missions. C'est une obligation qu'on a, mais c'est une obligation dont on peut en faire quelque chose qui résonne avec, avec notre politique, avec notre façon à nous d'envisager les soins. Voilà pour ma présentation, je vous proposerai davantage d'échanger. Après, j'ai sans doute oublié plein de choses. J'avais un PowerPoint que je n'ai pas pu afficher, donc du coup, voilà, il y a sans doute plein de trucs que je n'ai pas dit, mais je suis pour qu'on échange davantage dans cet espace, ma foi, fort intéressant. Des questions, des remarques, des commentaires. Ah, me laissez pas toute seule, hein, me faites pas ce point-là. C'est vache. Ah. Bonjour. Pour l'atelier thérapeutique avec les gestes de premier secours, est-ce que c'est possible d'avoir plus de renseignements sur ça? Parce que c'est vachement intéressant en fait. Ouais, alors déjà, première chose, je vous ai donné un terme qui est éducation thérapeutique. Là, je pourrais me faire taper sur les doigts. Donc, pourquoi? Parce qu'on n'est pas censé faire d'éducation thérapeutique. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais aujourd'hui, l'éducation thérapeutique, c'est un agrément qu'on peut tous demander, sauf qu'il se trouve que la dictologie ne rentre pas dans les pathologies qui relèvent de l'éducation thérapeutique. Donc nous, on avait rempli le dossier en se disant tout ce qu'on fait, c'est de l'éducation thérapeutique, et on nous a répondu, bah non, vous ne traitez pas de la cirrhose. La cirrhose, oui, elle rentre dans l'éducation thérapeutique, par contre, les addictions, non. Donc en soi, on n'est pas censé employer ce terme-là. Maintenant, on est sur le modèle de l'éducation thérapeutique, puisque dans le sens où c'est effectivement renforcer les compétences des usagers sur cette question-là. Donc cet atelier autour des premiers secours, bah, c'est vraiment la base. Je pense que peut-être certaines personnes ici ont leur diplôme de premier secours. C'est vraiment de la base, c'est-à-dire effectivement la position latérale de sécurité, les premiers gestes, comment organiser les premiers gestes entre ceux qui écartent les personnes, ceux qui s'occupent de la personne, ceux qui préviennent les secours, etc. Et puis on fait un focus sur les différents gestes par rapport aux consommations, c'est-à-dire effectivement quels risques peuvent être présents et quels symptômes peuvent être présents en fonction des consommations. Voilà, donc effectivement on a ce mannequin qui en général vaut pas mal de réactions, mais qui permet d'aller un peu plus loin sur comment je fais, comment je mets en position latérale de sécurité, comment je fais du bouche à bouche, etc. Donc on ne délivre pas le diplôme parce qu'on n'est pas habilité à, mais l'idée c'était vraiment de les sensibiliser. Hop, voilà. C'était vraiment de les sensibiliser à ces gestes et surtout les rendre compétents dans le fait de pouvoir gérer, que ce soit au cours d'une soirée, que ce soit dans leur milieu privé, comment ils allaient pouvoir réagir en fonction de ce qui se passait si quelqu'un présentait des signes de risque. Voilà, donc ça c'est essentiellement accompagné par l'infirmière qui anime cet atelier, mais d'autres professionnels aussi. On a un éducateur qui est en compétence pour l'animer. Voilà, en fonction, on essaie de se doter un peu plus, puisque chaque membre de l'équipe est censé pouvoir animer tous les ateliers. Qu'est-ce qu'il faut pour gérer cet atelier? Oui, je pense qu'il faut le PC1. Après, nous, on l'a construit. Je vous dis, ça a été un peu une enveloppe globale. Il se trouve qu'à ce moment-là, on voulait monter ce projet-là. C'était en même temps que Parly. C'est-à-dire qu'on était sur les deux perspectives et du coup on a fait une proposition et un projet auprès de l'ARS qui a à ce moment-là bien voulu financer et l'acquisition du mannequin et l'acquisition du bras. Et du coup on a créé effectivement et conçu une séance qu'on a construite à destination des usagers et où on a bien voulu être soutenu, on nous a soutenus là-dessus. Et on était à ce moment-là en partenariat avec SIDA Parole, entre autres sur Parly, et l'idée étant que si les usagers voulaient aller plus loin sur les questions d'injection et entre autres sur eux-mêmes, on pouvait les accompagner dans le cadre d'Early. Donc là maintenant, tous les usagers font cet atelier-là, c'est-à-dire que dans les 6 semaines, de toute façon, ils feront cet atelier autour des premiers secours. Voilà.
Vous parliez tout à l'heure de cannabis comme bête noire dans la structure. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu? Et surtout, il y a eu, vous dites, un échange, cette question-là a été abordée avec l'ensemble des usagers. Hein, et je voulais savoir quelle était la position, de quelle façon c'était géré dans la structure cet usage. Alors, bête noire, pourquoi notre bête noire? Parce qu'effectivement, s'il y a un produit qui nous amène à exclure des patients de manière régulière parce qu'il y a une conso collective, c'est le cannabis. C'est-à-dire que autant on a eu des consommations individuelles sur les autres produits, et ça on sait faire, autant sur le cannabis on est vite un peu piégé. Par exemple, ça nous est arrivé d'avoir, je pense à une expérience avec un usager qui effectivement revenait de loin et où je pense que le cannabis c'était encore compliqué pour lui d'envisager l'arrêt. Où on a voulu se donner un temps de tolérance, où on s'est dit bah, il a un usage contrôlé, seul, on va le laisser faire, donc, ce qui nous met quand même nous hors la loi clairement. Et puis finalement très vite ça a dérivé et forcément il y a eu des consos collectives et là forcément on arrive à une limite d'accompagnement. Donc c'est vrai que c'est compliqué parce qu'en plus je pense que notre façon de présenter les choses a valu que certains partenaires renvoient aux usagers que Akeros c'était possible de consommer. Ce qui nous a mis quand même dans une mauvaise position à un moment donné de bah non, désolé, donc y compris au stade du sevrage où on leur dit non, mais vous inquiétez pas, le cannabis, il n'y a pas de problème là-bas. Bah non, enfin, on est quand même tenu à la loi et qu'il n'est pas question qu'il y ait un usage sur le centre. Ce qui permet quand même de travailler avec eux sur cette banalisation du cannabis pour certains. C'est-à-dire que du coup, là, de faire l'expérience 6 semaines sans consommer, ça permet aussi de repérer que bah, oui, vous contrôlez, mais enfin peut-être pas tant que ça, et que c'est compliqué aussi. Donc du coup, c'est quelque chose qu'on essaye un maximum de parler, d'accompagner, mais où on se méfie parce qu'on sait que c'est aussi notre zone un peu de danger du côté du collectif, hein, et que c'est un peu là où on est à risque et où c'est dommage. Et c'est vrai que ça nous questionne vraiment de... C'est chiant de faire des exclusions sur une question d'usage de cannabis, alors que pour d'autres, ils viennent aussi pour d'autres problématiques et que finalement on met fin à un séjour parce qu'il y a eu cet usage-là. Donc c'est en ça que c'est notre bête noire. Après, et puis que là, il repère bien qu'il y a une notion aussi groupale, dynamique, enfin de dynamique groupale, puisqu'ils vous disent bah, y a bien un produit qu'on partage, c'est le cannabis, quoi. Enfin, c'est-à-dire que c'est vraiment celui qui est partagé. Donc du coup, par exemple, dans les propositions qu'ils ont faites, c'était de créer des embouts pour éviter le fait de se passer les joints comme ça. C'est pas idiot de leur part, bon, au-delà de la question des vaporisateurs, mais je trouvais que cette idée d'embout n'était pas complètement idiote. Mais ça reste quand même un truc qui nous met en difficulté. Après, du côté de comment on a fait pour collaborer avec les usagers, alors bien évidemment, on reçoit une centaine de patients par an, à peu près 120. On n'a pas vu les 500 patients pour parler de la RDR. Par contre, au moment où on a décidé de le mettre en place, les groupes qui étaient présents, on a fait à peu près 3 conseils, presque 4. Donc, c'est-à-dire qu'un conseil, ça regroupe l'ensemble des patients présents, les membres de l'équipe qui sont présents ce jour-là, et 1 ou 2 membres de la direction, c'est-à-dire Laurent Chassaigne, le directeur, ou moi-même. Et voilà, on leur a soumis le problème tout simplement en disant on est dans une obligation légale de proposer un dispositif de RDR. Nous, on veut aller plus loin, on veut que ce soit quelque chose qui prenne sens dans votre démarche et dans la démarche de soins. Quid de comment on fait? C'est pour ça que je vous dis qu'au départ, ça a été un peu compliqué, parce que pour certains, alors certains découvraient ce que c'était que la RDR, d'autres découvraient qu'il y avait du matériel, d'autres voulaient surtout pas en entendre parler parce que pour eux, c'était bien avant, etc. Donc on a mis du temps à trouver avec eux et à essayer voilà, de faire passer le message que ça n'allait pas être antinomique de leur démarche, y compris s'ils venaient sur un projet d'abstinence. Mais que pour certains, ça pouvait valoir le coup de passer par ces étapes-là de réduction des risques et de discussion autour de la réduction des risques. Les patients, quand ils viennent chez nous, ils sont obligés de faire le parcours de soins, c'est-à-dire qu'ils vont faire des ateliers. Et clairement, il y a un atelier autour de la réduction des risques. Alors c'est vrai que ce n'est pas l'atelier le plus simple, je pense. C'est-à-dire que c'est le moment où ils vont vous dire « Tiens, mais moi, j'ai pas envie de parler de mon usage, j'ai pas envie de parler de la réduction des risques, j'ai pas envie de parler des risques que je prends. » Ceci étant dit que c'est aussi un moment où, du coup, le groupe a une force vraiment importante sur le fait de pouvoir réguler, réfléchir ensemble sur c'est quoi les risques, pourquoi je les prends, lesquels je peux mettre de côté, lesquels je ne veux pas renoncer à ces risques-là, par exemple. Et du coup, ça reste vachement intéressant. Et au final, je trouve que plus le temps passe, plus sans doute nous, on affine notre positionnement et on sait mieux faire et on sait mieux accompagner cette question de la réduction des risques. Et que effectivement ça paraît plus évident qu'au départ, quoi. C'est-à-dire qu'au début, oui, c'était hyper choquant qu'on ait mis une armoire dans laquelle il y ait du matériel, quoi. Mais maintenant, par exemple, aux journées portes ouvertes où on accueille autant des anciens patients que des professionnels, dans la visite, puisqu'elle est faite par les usagers en grande partie, une des étapes obligatoires, c'est les toilettes où ils vous montrent l'armoire. Donc ils vous font visiter les toilettes pour vous montrer que dans les toilettes, il y a une armoire de réduction des risques, etc. Donc c'est même quelque chose qui finit par être valorisé, ce que je trouve vachement important, quoi.
Là, il y a 15 jours, on leur a proposé de réfléchir sur c'est Sun Accueil qui monte un roule-ta-paille avec différents partenaires, et du coup ils nous ont demandé si on pouvait les interroger sur qu'est-ce qu'ils pensaient de ce roule-ta-paille. Bon, bah, au début, quand Laurent en conseil leur a présenté le roule-ta-paille puis leur a expliqué que ça serait sympa qu'il y en ait qui nous donnent leur avis, autant vous dire qu'ils tiraient tous une tronche, ouais. Et puis au final, il y en a 4-5, pas plus tard qu'hier, il y en a un qui est venu me voir en me disant bah, il est bien le roule-ta-paille, le papier il est comme ça, etc. Machin. Et finalement, ça les met dans une position qui est plutôt intéressante parce qu'ils sont eux-mêmes acteurs de cette réduction des risques, et ce que je trouve vachement important dans la réduction des risques, quoi. Voilà. On a beaucoup parlé du groupe et je pense que vous avez répondu un peu à la question que je me posais. Est-ce que du coup, cette position que vous avez choisie au niveau institutionnel, elle a suscité une parole finalement plus individuelle, mais elle a suscité une parole dans vos rencontres avec les patients? Alors effectivement, on est toujours sur ce double enjeu, nous, du groupe et de l'individuel. Donc on est en permanence entre les deux, à essayer à la fois d'adapter des messages et un projet groupal à un projet individuel. Donc effectivement, c'est beaucoup relayé en individuel et beaucoup retravaillé en individuel. Vous voyez par exemple l'atelier qu'on a fait sur la réduction des risques là récemment, les usagers que j'ai pu revoir après, moi en individuel dans mon espace psychothérapeutique, évidemment qu'on a repris les choses en fonction d'eux. Par exemple, à l'occasion de cet atelier, j'ai parlé de Laure Daly, et il y en a un qui a énormément réagi à cette question-là et qui a voulu qu'on travaille vraiment spécifiquement sur ces conduites ordaliques et sur quel sens ça avait par rapport à son usage. Donc oui, on va décliner, on va individualiser les choses dans les espaces individuels. On a un support nous, qui s'appelle le PPGA, qui est le plan personnel de gestion des addictions, où entre autres, il y a une partie sur les dommages liés à ma consommation. Ça, clairement, c'est un support où les éducateurs peuvent interagir, réagir et accompagner sur ces questions-là. Pas tant du côté de « ah bah ouais, t'as vu ton usage, ça a eu des conséquences et c'est un processus d'autodestruction ». Non, pas du tout. Sur le versant, comment tu peux réduire les dommages, comment tu peux réduire ces risques-là que tu as pris à un moment donné et que tu n'as plus envie de prendre, parce que là, aujourd'hui, si tu es là, a priori, c'est que tu veux changer quelque chose du côté de ta consommation et de ta façon de consommer, au-delà de la consommation. C'est-à-dire que, clairement, on essaye d'impulser cette question de la gestion, qui est quand même pas si évidente que ça, parce que je pense que on a été longtemps sous le paradigme de l'abstinence, quoi. C'est-à-dire que c'était l'abstinence ou pas, on est dans un centre de soins, donc c'était forcément prenez l'abstinence, et de pouvoir leur dire que non, il y avait peut-être d'autres perspectives et qu'on pouvait peut-être être dans un usage contrôlé. Je dirais qu'au départ, c'est compliqué quand ils arrivent et qu'on leur dit bah non, il y en a qui viennent pour gérer, vous aussi, vu que ça fait 15 sevrages que vous faites, on peut peut-être se demander si une gestion, ça serait pas plus adapté. Et finalement, au fur et à mesure du temps, beaucoup disent bah, c'est fou, mais je reprends une notion de liberté sur le fait que je peux gérer, y compris à travers l'abstinence. C'est-à-dire que c'est pas forcément un truc qui va durer toute ma vie. Je vais pas être dépendant à vie, je vais pas être malade à vie. Et ça, pour nous, c'est un défi relevé, quoi. C'est-à-dire de pouvoir l'envisager sous l'angle de l'expérience. C'est quand même l'approche expérientielle qui fonde notre approche. Donc du coup, bien sûr, ça nous demande de décliner en individuel et d'adapter nos messages et puis notre travail avec eux et de les accompagner dans du pas à pas. Là-dessus, on s'appuie beaucoup sur ce que fait Andrew Tatarski. Peut-être certains l'ont vu au colloque de la Fédération, qui a monté à New York une clinique qui s'appelle The Harm Reduction Psychotherapy, qui est une clinique de thérapie par la réduction des risques, et où il est vraiment sur un message du pas à pas, et pour nous, ça fait complètement sens par rapport à ce qu'on propose. Voilà. Moi, je voulais simplement demander par rapport à l'alcool, en fait. Bah ouais. Bah ouais, elle est possible. Oui, et je vous dirais même que c'est peut-être à travers les usagers d'alcool qu'on s'est le plus posé la question de la gestion. Parce qu'on a eu tellement d'usagers. Ça représente aujourd'hui, de toutes les consommations qu'on a, l'alcool est une des portes d'entrée qu'on a le plus. C'est-à-dire qu'on a le plus d'usagers qui viennent pour un problème d'alcool. Et pour la plupart, ils ont un parcours de sevrage qui est long comme la lune, quoi. Et où on leur a jamais évoqué la possibilité que ça pouvait passer par une consommation contrôlée, qu'il y a des outils médicaux pour ça aussi, je pense au baclofène par exemple, mais même à d'autres. Et qu'en tout cas, c'était peut-être pas forcément l'issue, parce qu'à force de faire de sevrage et des rechutes, un terme que j'adore, forcément, je perds en estime de soi, je perds en notion de possibilité que je vais trouver autre chose. Donc du coup, c'est eux aussi qui ont impulsé pour nous la question de la gestion et de comment je pouvais contrôler. Donc là, on va être vraiment aussi sur une notion de
pas à pas en fonction de là où ils en sont et de la possibilité ou non d'une gestion. Certains vont vous dire c'est pas possible, il faut que je passe par l'abstinence. Et pourquoi pas, à ce moment-là, on l'accompagne sous cet angle-là. Mais oui, je pense qu'on a encore du travail à faire du côté de l'alcool et de sa gestion, et y compris de la réduction des risques. C'est encore pas la panacée de ce côté-là, je trouve. Donc ça aussi, on le prend en compte, on essaye un maximum de l'accompagner. Vous voyez, sur l'alcool, par exemple, sur le dernier atelier, finalement, l'alcool, ce qui était beaucoup nommé en termes de risques et de réduction des risques, c'était tout ce qui était association alcool et autres. Comme s'il n'y avait pas de risque inhérent à l'alcool lui-même. Donc il y a sans doute encore à travailler avec eux sur ces questions-là. Mais c'est vrai qu'avec le jeu et le cannabis, ça reste quand même les domaines où je pense qu'on n'est pas encore très bon sur notre façon de procéder sur la réduction des risques. Mais, et en même temps, eux, ils sont vachement sensibles. Parce que c'est souvent là où ils vont vous dire bah, j'ai fait des blackouts, j'ai fait des... Donc, quid de comment je peux prendre moins de risques quand je consomme de l'alcool, quoi. Je pense que c'est important. C'est vrai qu'on a eu beaucoup plus, par exemple, cette difficulté-là, puisqu'il y a un week-end où ils peuvent sortir. Ils sont libres de sortir sur 2 jours. Et souvent, ça a été un temps où, pendant un moment, du coup, ils le vivaient comme une période de test. Je vais me tester, quoi. Et entre autres, avec l'alcool, c'était beaucoup ça, quoi. Je vais me tester. Bon, bah, résultat des courses, quand je pars en me disant que je vais me tester, en général, je perds, quoi. Enfin, il y a de grandes chances que je fasse en sorte de me foutre dedans. Donc là aussi, ça a été une alerte pour nous de nous dire, attention, là, il y a quelque chose à faire du côté de la réduction des risques. Donc du coup, cette séance dont je vous parle, elle vient avant le week-end pour aussi pouvoir préparer, parler avec eux de comment ça va se passer ce week-end-là. Si vous consommez, comment vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire pour éviter qu'ils reviennent dans un état pas possible? Et avec l'idée aussi que, ça y est, ils sont repartis au point zéro. Non, ils ne sont pas repartis au point zéro, quoi. Donc oui, je pense qu'on peut encore aller au-delà sur la question de l'alcool. Ceci étant dit, il y a un chapitre sur RDR et gestion et rechute dans un des aides-mémoires d'Addicto où on a pris volontairement le choix d'utiliser un cas alcool parce que je pense que c'est vraiment pertinent dans ce sens-là. Là, j'en fais référence entre autres à Soulet sur gérer sa consommation de drogue dure. On l'a fait sur la consommation de drogue dure, on ne l'a pas fait sur l'alcool. Je pense que c'est pas anodin. Voilà. Allez, une dernière pour la route. Oui, il y a une question plus généraliste. Pourquoi un XAPA a du mal à considérer la RDA comme du soin? J'aimerais savoir vous répondre. Je ne comprends pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est une question d'historique, de la façon dont ça s'est construit? Ça reste pour moi un vrai questionnement. C'est-à-dire quand je vois effectivement certains centres, et loin de moi de penser qu'ils font mal, hein, mais je n'arrive pas à comprendre comment on ne peut pas inclure les deux. Effectivement, pour moi, ça paraît évident. Maintenant, je suis peut-être de cette génération-là aussi, entre guillemets. Mais c'est vrai que je pense qu'on est encore à œuvrer vraiment dans ce sens-là. Alors, est-ce que c'est parce que très vite, quand on pense RDR, on pense distribution de matériel, et du coup, on ne va pas au-delà et on ne questionne pas sur qu'est-ce qu'on peut faire, quel public nous on reçoit? Parce que je pense que malgré tout, que selon l'EXAPA, l'implantation, il y a sans doute des spécificités, il y a sans doute des choses à penser. Nous, on était résidentiel, on avait une donnée à prendre en compte qui était cette donnée résidentielle. Donc, on a essayé de construire avec cette donnée-là. Sans doute qu'on n'a pas encore trouvé les façons d'adapter et du coup de faire sens pour chaque structure différemment. Mais effectivement, moi ça m'inquiète de me dire qu'on en est encore à se poser la question et que je suis encore toute seule une journée comme celle-là pour parler de la RDR en XAPA, quoi. Et en sachant que je suis sans doute pas la plus représentative de tous les XAPA. Je pense que chaque XAPA aurait sa place pour parler de la RDR, mais je sais bien à quel point c'est encore difficile et j'espère que ça va évoluer. J'espère qu'on va pouvoir renforcer cette question du dispositif de RDR au-delà du cadre légal, puisqu'on est censé faire de la réduction des risques et que ça me paraît être un socle commun qui fait sens, quoi. Et qu'on est dans le prendre soin. Et prendre soin, c'est le soin. Donc c'est la mission d'EXAPA aussi. Voilà. Je suis infirmière au XAPA Charonne. Ouais. Et en fait, on devait intervenir avec vous et puis on nous a dit que vous interveniez seul. Ouais. Donc on n'est pas. Enfin voilà, on est là, quoi. Je sais que Sharon devait intervenir, mais apparemment vous aviez trop d'interventions. Mais je sais que Sharon fait partie d'EXAPA où il se passe des choses. Mais c'est souvent le cas d'EXAPA Carut, c'est souvent le cas. C'est-à-dire que je pense qu'il y a aussi l'historique qui pèse malgré tout. Faut pas se leurrer, on ne s'est pas bien vu l'histoire de la dictologie. Il y avait avant l'alcoolologie, la toxicomanie. Bon, cette question de RDR, je pense qu'elle traverse la question de l'évolution des sociétés et qu'elle traverse l'évolution de nos centres, tout simplement, quoi. Mais œuvrons en ce sens-là. Moi, je suis pour. Merci à tous. Bonne journée.